Les rats blancs se dressent sur leurs pattes postérieures, allongent leur tête dans ma direction, sautent en l'air pour essayer d'atteindre le rebord des parois de verre, attaquent les joints de métal avec leurs dents. Ils sont partout, dans des hauts bocaux et dans des boîtes transparentes, fermées en haut par un grillage épais, dans des cages aux barreaux d'acier. Leur odeur suffocante, concentrée dans ces salles toujours closes, provoque ma fureur, suscite ma haine. Ma propre odeur est complètement recouverte, anéantie, je ne l'aperçois plus moi-même. Ils sont assis immobiles dans leur cage, agitant la tête en cadence, ou alors ils courent le long des parois ou à l'intérieur d'un tambour qui tourne. Hérissé, débordant de colère et d'animosité, je grimpe sur une cage et me promène sur le filet métallique qui la recouvre. Puis je passe à la suivante et continue ainsi, de cage en cage. L'odeur de cette race étrangère, que j'avais peine à supporter au début, ne me trouble plus. Les rats séparés de moi par des vitres et des grilles vivent leur propre vie. Ils ne peuvent rien contre moi. Jamais ils n'arriveront à sortir de leur nid transparent. Jamais je n'arriverai à y entrer. Cela ne m'empêche pas d'aller nerveusement d'une cage à l'autre, prêt au combat, de tout tenter pour pénétrer à l'intérieur, d'user mes dents contre le métal des barreaux et des joints, de coller mon nez sur la vitre comme si je m'attendais à ce qu'elle cède d'un coup, s'ouvre ou se brise. Mais les couvercles grillagés tiennent bon, les bords sont solidement assemblés, le verre résiste à mes assauts. Au bout d'un certain temps, ce fut comme si les rats blancs avaient cessé d'exister. Je me suis mis à évoluer entre leurs logis transparents comme s'ils étaient vides. Eux aussi se sont habitués à me voir passer, et à présent, ils ne lèvent même plus la tête, ils restent assis là, immobiles et moroses, ou remuent en cadence leurs mâchoires lorsqu'ils se nourrissent de ce que leur apportent les hommes. Ils n'ont pas besoin de capturer des proies, de chasser, de tuer, de voyager ni de fuir. Les hommes leur donnent à manger, remplissent d'eau ou de lait les petites coupelles d'aluminium, transportent les rats d'une prison à l'autre, leur plantent dans le cou ou dans la queue de longues aiguilles métalliques, les rats secouent nerveusement leur tête qui pend sur le côté. Cette abondance de nourriture m'attire et m'excite. Je me suis installé sous le plancher. La maison est vieille, pleine de conduits de cheminées, de ventilateurs hors service, de lézardes, de murs effrités. La chaleur se propage d'en bas par les tuyaux. Au moment des premiers froids de l'automne, c'est un endroit calme et confortable. Je ne quitte donc pas le bâtiment habité par les rats blancs. Les hommes préparent la nourriture dans la salle voisine, entièrement revêtue de carrelage lisse, étincelant. Juste à côté se trouve une réserve où je pénètre sans difficulté à travers le conduit d'aération piqueté de rouille. Poissons séchés, graines, petits pois, pain, légumes, les rats blancs reçoivent tout en abondance. Ils sont malades. De grosses tumeurs noires leur gonflent le cou, la tête, le ventre. D'abord de taille réduite, à peine visibles, elles augmentent bientôt de volume. On dirait qu'elles dévorent de l'intérieur la chair du rat, digèrent ses muscles, ses tissus, ses os. Elles forment des bosses luisantes au milieu des petits poils blancs et délicats, comme si elles se frayaient un passage vers l'extérieur. Les rats maigrissent, perdent leurs poils, n'ont plus que la peau sur les os. Certains meurent vite, d'autres survivent plus longtemps, le corps tordu, paralysé, couvert de sombres excroissances. Les hommes opèrent les rats, incisent les tumeurs, examinent les viscères. Celui-ci me regarde à travers la vitre comme s'il ne me voyait pas. Une énorme grosseur noire sur son ventre l'empêche de bouger. Sa queue et ses pattes de derrière ne touchent plus le sol. Il doit avancer sur ses pattes de devant, ramper jusqu'à la petite coupelle pour boire. À côté de lui, une femelle a sur le cou une grosse tumeur qui a crevé et une autre, moins volumineuse, à la base de la queue. La peur est là. La peur grandit. Les rats crèvent, ils agonisent, s'écroulent sur le flanc, secoués de convulsions, et dans un ultime spasme font voler d'un coup de patte un morceau de carotte ou de pain avant que la mort ne les immobilise. Mâles et femelles s'accouplent, copulent,
Leurs corps couverts de bubons noirs rampent l'un sur l'autre, les femelles malades mettent bas. Toi, tu observes tout cela à travers l'écran de la vitre, de l'autre côté, du point de vue de ta propre vie, une vie qui n'est pas enfermée entre des cloisons de verre cernées de grilles, une vie libre, sans barrière. Tu t'habitues à voir mourir les rats blancs, à assister à leur lente agonie. Tu es fort, gras et bien portant, ton pelage brille dans la lumière, tes vibrisses se dressent, sensibles, vigilantes, tes incisives attaquent le bois le plus dur, tranchent les gaines de plomb des câbles. Tu n'as plus peur. La mort des rats blancs ne te concerne pas. Elle se situe quelque part au-delà de toi, au-delà de ton angoisse. Les hommes viennent rarement, seulement le matin. En général, c'est le moment où je dors après mes équipées nocturnes. Je ne me réveille que lorsqu'ils quittent le bâtiment. Tu observes les hommes, tu observes les rats blancs. T'étant aventuré au grenier, tu y découvres toutes sortes de caisses, abondamment marquées d'excréments de rats. Tu pénètres dans l'une d'elles par un trou et tu t'engages dans un des 2 couloirs latéraux. Un mur aveugle t'arrête. Tu fais demi-tour et pénètres dans l'autre couloir symétrique. Même chose. Cherchant une issue, tu optes cette fois pour le couloir central en face de toi. Échec. Tu vérifies le premier itinéraire. Oui, avant d'arriver au bout, tu découvres une bifurcation. Par là, tu peux ressortir de l'autre côté. Lorsque tu veux essayer de nouveau, tu ne retrouves pas tout de suite le bon chemin. Mais ta seconde tentative est couronnée de succès. Dans chaque caisse, les couloirs sont agencés différemment. Te voilà prisonnier. En explorant un petit espace, tu as soulevé avec ton nez une trappe en tôle qui est retombée derrière toi. Un piège. C'était un piège et je suis pris. Je cours dans tous les sens, vérifie tous les recoins, me rue contre les parois, me cogne la tête contre la vitre qui recouvre la caisse, je tourne en rond. Soudain, une des parois cède sous ma poussée et se soulève. Un bref couloir à franchir et me voilà dehors. Au cours d'une autre visite dans le grenier, un peu plus tard, je pénètre à nouveau par mégarde dans la même caisse. La situation se répète. Pendant un bref laps de temps, impossible de trouver le moyen de sortir. J'ai beau tout explorer, mes efforts restent vains. Enfin, la paroi cède. Ce second emprisonnement m'a terrifié. À présent, j'ai bien repéré cette caisse, je n'y pénétrerai plus. Les hommes transportent les casiers dans un autre local et les installent de telle sorte que les rats doivent les traverser pour atteindre la nourriture et la boisson. Postés au-dessus, je les regarde faire à travers les vitres. Dans la cave, un rat gris, un autochtone, a fait son apparition. Nous nous reniflons, nous nous touchons. Il pousse un cri perçant et me saute à la gorge. Du coin de l'œil, j'en aperçois déjà un second. Le combat est perdu d'avance, il ne me reste qu'à fuir, à renoncer à ce gîte chaud et confortable, à reprendre mon errance. Pour le moment, je me suis réfugié au grenier. En détournant l'attention de mes agresseurs, les rats blancs m'ont sauvé. Lorsque la faim me pousse à redescendre à l'étage inférieur, les rats gris ne sont plus là, les hommes les ont effarouchés. Ils reviennent la nuit, efflanqués, affamés, transis de froid, agressifs. Un trou dans le contreplaqué qui obstrue la fenêtre de la cave me permet de me glisser dehors. Des flocons de neige m'assaillent, poussés par un vent glacé.